dans l'IREPS Pays de la Loire. Donc, je viens du Mans. Hier soir, j'étais au Mans, voilà, en Sarthe. Et j'ai été pendant 4 ans directrice d'un programme qui s'appelle Programme en santé à l'école. Donc, mon propos ici, ça va être plutôt un propos de praticienne qui, avec une équipe de praticiens, des professionnels de l'IREPS, s'est appuyé, s'est beaucoup nourri de ce qu'on pouvait avoir, et notamment de nourriture, de données, on va dire, du milieu de la recherche et du milieu scientifique, qui, il y a 20 ans, quand on a commencé à travailler sur des programmes de renforcement des compétences psychosociales, était pas encore très diffusé. Donc, du coup, moi, le propos que je vais avoir avec vous, pour parler des compétences psychosociales comme un outil de lutte contre les addictions, c'est plutôt donc un propos de praticienne qui s'appuie sur des données qui ont fondé notre intervention. Et c'est ça que je vous propose de revisiter en répondant en une demi-heure aux 2 grandes questions sur lesquelles vous avez déjà les réponses, mais peut-être que ce sera l'occasion de ressusciter des questions ou de revenir sur ce qui a fait un peu le cœur de notre expérience d'une vingtaine d'années maintenant dans les Pays de la Loire. Donc les 2 questions, c'est pourquoi l'IREPS Pays de la Loire s'est intéressé aux compétences psychosociales que je vais appeler CPS dans le langage courant, et comment on s'est investi dans le renforcement des CPS en revisitant l'histoire en fait de cet investissement-là. Avant de répondre à la question pourquoi, un mot sur l'IREPS, qui est un organisme de prévention que la plupart d'entre vous, si ce n'est la totalité, connaissent. Et je salue à l'occasion, alors si toutefois il y a des collègues de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine qui est engagé aussi sur des programmes de renforcement des compétences psychosociales, je les salue. Et j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à organiser les formations, même une quinzaine d'années, à les rencontrer, notamment les collaborateurs de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux même. Voilà, c'est une manière de dire que l'IREPS, les IREPS, il y en a dans toute la France à peu près, ce sont des centres de ressources généralistes, donc à vocation généraliste, en éducation et promotion de la santé. Donc ce qui nous intéresse, c'est la santé, la promotion de la santé, et c'est tout naturellement qu'on s'est intéressé, donc dans le réseau des IREPS et en Pays de la Loire, il y a une vingtaine d'années, c'est peut-être ça la spécificité de la région des Pays de la Loire, c'était peut-être d'être un petit peu en avance de phase sur cette histoire-là. On s'est intéressé aux compétences psychosociales. Alors quand on s'est intéressé au CPS il y a 20 ans, dans la région des Pays de la Loire, on avait la première catégorisation là que vous avez là. Parce que de quoi parle-t-on? On va faire ce petit détour-là. On parle, nous, des 5 couples des compétences psychosociales qui s'affichent ici dans la première catégorisation qui a été proposée par l'OMS, sur lequel je vais revenir un petit peu tout à l'heure. Voilà, je vous ai mis en bleu, vous verrez, je ne vais pas citer les petits pavés bleus, c'est plutôt des ressources où vous pouvez trouver des choses qui peuvent compléter déjà les connaissances nombreuses que vous avez sur le sujet et dont sont extraits les diapos ou les illustrations qui sont là. Donc première catégorisation avec 5 couples de compétences où on commence à sentir, où on sentait un peu à l'image des experts qui ont travaillé sur le groupe à l'origine à l'OMS de la définition, on va dire, ou du concept, c'est qu'intuitivement on sent bien savoir gérer ses émotions, prendre des décisions, les questions d'affirmation, ça dans les comportements de santé, on sent bien que ça rentre en jeu. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et notamment dans les comportements liés à les consommations de produits, les consommations liées à l'alcool, le tabac, le cannabis. Je mets tout ça dans le même paquet. Sur les questions donc des addictions. Puis un peu plus tard, en 2001, une nouvelle catégorisation qui est plus en phase avec les données ou les champs de recherche qui se sont développés depuis 1993, où là, on retrouve les compétences sociales, donc il y a les compétences de communication, compétences cognitives, dans lesquelles on retrouve tout ce qui est aussi les compétences à prendre des décisions, à réfléchir, à avoir une pensée critique sur lequel c'est intéressant de travailler. Et on imagine bien le lien avec les comportements, notamment à risque ou de comportements de protection. Et puis les compétences émotionnelles qui sont très, très documentées maintenant depuis quelques années. On retrouve la capacité à gérer son stress et la capacité à gérer ou réguler ses émotions. Voilà, alors c'est tout ça qui nous a intéressés
Et on avait donc comme schéma un peu directeur ce que nous apportaient ceux qui étaient à l'origine de ce concept-là, sur lequel j'ai remis la définition sans doute que vous connaissez par cœur, posée par l'OMS et le groupe de recherche qui a travaillé, ou le groupe d'experts qui a travaillé sur cette question-là. Les compétences sont la capacité, les exigences, la capacité des personnes à faire face à des situations qui peuvent entraîner ou mobiliser des comportements qui peuvent les mettre en situation de risque pour leur santé. Donc c'est les compétences à faire face à des situations, à relever des défis quotidiennement pour adopter un comportement. Donc on retrouve des choses qui font écho peut-être avec l'intervention d'avant, c'est-à-dire comment on travaille à adopter des comportements qu'on peut considérer positifs ou appropriés pour sa santé. Il s'agit donc d'accroître des compétences et pas d'agir directement sur les compétences, sur les comportements. Et ça entraîne un certain nombre de choses. Ici, à droite, j'y reviendrai, c'est une manière de redire que ça, c'est notre nourriture. Cette affiche-là, elle a été éditée dans le cadre du programme En santé à l'école, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui dit que la visée, c'est la santé. Et vous voyez, en haut, à droite, santé, bien-être, c'est ça qui nous intéresse, en passant par la porte d'entrée des compétences psychosociales et travailler avec les acteurs de terrain à comprendre c'est quoi ces compétences psychosociales, comment on peut les mettre, les mobiliser ou les apprendre, et apprendre à les renforcer dans les milieux dans lesquels on est, et notamment un milieu scolaire ou dans les milieux éducatifs. Mais vous voyez que entre santé et puis ces compétences psychosociales, il y a climat scolaire, vivre ensemble, réussite éducative. On commence à comprendre que ces compétences psychosociales-là, finalement, elles vont servir plusieurs finalités en fonction de l'endroit où on est. Et c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient, ce sur quoi j'essaierai de conclure. Et si je ne conclus pas, vous me le rappellerez pour que je vous rappelle la conclusion promise. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut retrouver, écouter, ou je vous invite à écouter Daniel Pello, qui est le monsieur qui est là, qui a l'avantage d'être francophone parce qu'il est suisse et qui a fait partie du groupe qui a été réuni à l'OMS pour travailler sur pour travailler à développer des nouvelles approches en prévention face au constat qui était fait que les campagnes ou les démarches de prévention étaient plutôt un échec. Ça, ils sont mobilisés début des années 90. Ce constat-là, il était fait depuis quelques années. Et c'est vraiment face à ce constat qu'ils se sont mis un peu au travail. Et il explique ça, voilà, de manière très simple. Et comment intuitivement aussi, et en regardant des démarches qui, elles, semblaient plutôt intéressantes dans le monde entier, ils sont arrivés à ces 5 couples de compétences qui sont des compétences universelles qu'on peut retrouver quelle que soit la population, quelle que soit sa culture, son système politique dans lequel on est, et la religion qui fait partie de la culture. Donc des compétences assez universelles. Je vous invite vraiment à l'écouter, on l'écoutera pas ensemble, et à re-raconter voilà, l'origine de ce concept-là, et cette ouverture vers de nouvelles approches. Donc ça, c'était début des années 90. On arrive avec cette ouverture-là au niveau international, qui se vivait de différentes manières dans les différents pays, en fait, au niveau national. Et un peu de temps avant, juste pour rappeler que quand même la charte de la promotion de la santé, où l'OMS pose un cadre pour la promotion de la santé, donne déjà une place au travail sur les comportements et les compétences, les aptitudes individuelles, sans négliger les 5 autres axes là, de la promotion, les 5 moyens d'agir, et notamment la question de l'environnement. Donc même si je ne vais pas insister là-dessus, moi je vais porter le propos sur le développement des compétences psychosociales. Ça ne fait pas l'économie de cette question d'adapter l'environnement pour permettre, favoriser ce développement des compétences-là. Et ça rejoint cette question d'offre qu'on a entendue tout à l'heure. Travailler sur les comportements, les compétences, ok, mais s'il n'y a pas l'environnement qui apporte et qui favorise tout ça, c'est embêtant. Donc, vous avez compris la réponse à la première question, pourquoi ?
Parce que c'est simplement un enjeu de santé publique, rappelé là par la fiche, en une image, et rappelé aussi par un propos que vous pourrez relire, qui est, si vous voulez, de Nicolas Durand, qui est intégré à un document que je représenterai un peu plus tard, pour représenter, donc Nicolas Durand étant le directeur à l'époque du service santé publique de l'ARS Pays de la Loire, rappelant qu'en Pays de la Loire, depuis 20 ans, le développement des CPS est considéré comme un moyen sur lequel il faut s'intéresser et mettre des moyens pour développer des actions de prévention qui peuvent servir différents objets, et en premier lieu, la santé. Donc il y a eu un engagement institutionnel fort depuis le début en fait, de cette expérience-là, et qui nous a permis de continuer à travailler sur cette question, et je vais vous dire un peu comment. Peut-être, alors là, comment ça se fait ? Voilà. Quelques diapos sur lesquels peut-être je ne vais pas m'appesantir pour dire donc enjeu de santé publique, qui est largement donc documenté ou fondé maintenant par des données issues de la science, des données probantes, qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait un petit peu, je vous expliquerai pourquoi au démarrage de l'expérience, qu'on a beaucoup maintenant, et qui rappelle simplement que les CPS, c'est un déterminant de santé, un déterminant générique. Là, sur le schéma, qui est extrait du dossier qui s'affiche à droite, qui a été formalisé par Béatrice Lambois, qui a travaillé à Santé publique France pendant un moment. Elle n'est pas la seule. Voilà, donc là, il y a elle a travaillé sur des formalisations qui peuvent être intéressantes et qui disent de manière simple, compétence psychosociale, vous faites le lien entre compétences psychosociales avec des effets sur les questions d'estime de soi, de résilience, de qualité de relation entre l'environnement et la personne. Ça va forcément avoir des effets, enfin forcément, en tout cas c'est documenté par l'étude de la littérature sur le bien-être des enfants et des adolescents, qui va par conséquent avoir des liens avec les comportements adaptés ou inadaptés par rapport à sa santé. Donc la chaîne, elle est assez documentée. Entre chaque flèche, il y a des liens, des études. Et puis on retrouve ça dans un certain nombre de documents. Là, vous avez un extrait, peut-être d'un guide qui est vieux maintenant, mais qui a son intérêt parce qu'il essaie d'éclairer aussi la pratique. Et nous, en tant que praticiens, c'est important d'avoir des repères assez mobilisables et dans les formations et dans les accompagnements des gens qu'on accompagne. Voilà, vous en avez un ce tableau-là, vous pouvez le retrouver dans cet ouvrage, Comportement à risque en milieu scolaire. On retrouve des déterminants de la santé mentale, et parmi lesquels, en rouge, des facteurs sur lesquels on sent le lien avec la question des compétences psychosociales. Ce schéma assez classique maintenant, qui resitue les compétences personnelles et sociales comme déterminants de l'état de santé des populations, mais dans un ensemble de déterminants avec lequel il va y avoir des interactions possibles. Et vous voyez, tout proche, là, habitudes de vie et comportement, on pourrait trouver des liens entre compétences psychosociales et différents comportements, sur quoi je vais arriver dans un instant. Donc, en conclusion, le lien entre CPS et santé, c'est celui qui apparaît dans la définition ou l'approche de l'OMS. Les compétences psychosociales, elles ont donc un rôle important à jouer en promotion de la santé, en termes de bien-être physique, mental et social. Donc on est bien dans une visée de santé globale, et quand les problèmes de santé sont liés à un comportement, ce qui a été même introduit comme souvent, très très souvent, le cas. Pour deux dernières diapos sur la question des données probantes qui, à elles seules, mériteraient des auteurs bien plus compétents que moi et qui ont travaillé beaucoup sur le sujet. Du coup, la proposition que je vous fais, c'est juste un extrait de deux diapos qui ont été présentés lors de la restitution des résultats du programme en santé à l'école par Enguerrand du Rosquad, qui travaille à Santé publique France, et je crois que c'est bien encore aujourd'hui au département de santé mentale, responsable de ce département, et qui nous a fait un propos sur l'actualisation des données sur compétences psychosociales et santé. Vous pouvez retrouver cette présentation aussi sur le site En santé à l'école. Je vous ai mis les liens là où vous pourrez retrouver la présentation complète. Deux diapos, celle-ci qui est peut-être simple, à la fois marquante, et qui met en évidence donc le travail, notamment de Santé publique France, a été aussi de faire une synthèse des données d'évaluation qu'on avait à disposition et des données d'évaluation sur des programmes qui ont été concrètement mis en place.
Parmi les programmes et les résultats sur les comportements et notamment l'arrêt, diminution, vous voyez la première flèche, les comportements liés aux consommations, tabac, alcool, cannabis, il y a un certain nombre d'interventions qui se sont révélées probantes. Résultats à l'appui, grosse batterie scientifique pour dire qu'effectivement, ça a des effets sur les comportements. Et parmi celles-ci, beaucoup d'interventions qui portent sur le développement des compétences psychosociales. Voilà pour une première, on va dire, illustration ou un fondement, ce qu'on n'avait pas, nous, il y a 20 ans, mais ce qui est maintenant largement documenté. Et avant peut-être de passer à la deuxième diapo, je ne vais pas présenter là, par exemple, les résultats du programme qui a été cité, je pense par vous, monsieur de l'ARS, qui est le programme Unplug, qui est, en tout cas à ma connaissance, et peut-être le seul programme en France qui fait l'objet d'une évaluation digne de ce nom, une évaluation scientifique, avec des résultats qui sont plutôt probants et qui font partie des interventions des programmes CPS reconnus comme intéressants et qui nourrissent justement ces fondements-là. Et la réponse à la question « Pourquoi y aller ?» Parce que ça marche. Deuxième diapo qui est plutôt intéressant et qui va faire le pont avec l'expérience de terrain, parce que ces données existent. La question de les mettre en œuvre sur le terrain est une autre question. Et ce qui fait le lien, c'est toutes les données d'évaluation qui ont permis de caractériser en fait ces interventions dites programme de renforcement des compétences psychosociales pour dire mais de quoi on parle quand on parle de programme de renforcement des compétences psychosociales. Surtout depuis peut-être il y a 20 ans, on nous regardait, on disait programme de renforcement des compétences psychosociales, c'était le grand doute. Et on se demandait bien de quoi on parlait. Donc du coup, on a mis en place des stratégies pour communiquer, on va dire, sur ces programmes-là. Maintenant, on en entend parler beaucoup. Et même, on parle de CPS, d'activités CPS, de travailler les CPS. Là, l'idée, les données, elles nous parlent d'intervention et de programmes CPS, avec des caractéristiques qui sont en fait, qui pourraient être considérées comme les ingrédients actifs des programmes qui participent à l'efficacité de ces programmes-là. Et ces données-là, on peut parler de critères d'efficacité de ces programmes. En gros, vous en avez plusieurs. Ici, 5 essentiels. Travailler sur un certain nombre de compétences. Travailler avec une approche dite expérientielle, donc ce n'est pas n'importe quelle approche qu'il y a dans les ateliers. C'est des programmes structurés dans le temps avec des progressions. Il y a une dose d'intervention ou une durée minimale qui vous est rappelée là et qu'on retrouve régulièrement, qu'on avait, nous, à l'origine, il y a 20 ans, on entendait parler du programme Life Skill Programme de Bodvin. J'ai oublié son prénom, G. Bodvin. Et qui était un des programmes qui avait bénéficié d'une grosse évaluation avec des résultats intéressants sur les comportements de consommation de tabac, alcool et cannabis, et dont les caractéristiques reprenaient ça, c'est-à-dire aussi avec une durée qui était des sessions sur 2 ou 3 années durant et qui permettait d'avoir des séances ou des programmes d'une vingtaine, de 20 à 25 heures de séances collectives avec les ados, et en mettant l'accent sur un certain nombre de compétences, notamment les compétences autour de la communication, l'affirmation de soi, qu'on va retrouver dans la compétence cognitive, mais aussi les compétences autour de la question de la gestion des émotions. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est d'autant d'aller regarder ce qui fait le cœur de ces programmes, et puis de s'inspirer de ces caractéristiques essentielles qui sont marquées là. Avec une dernière et pas la moindre, pas le moindre critère qui est qualité, c'est l'importance de la formation à ces outillages-là. Un résumé que vous pouvez retrouver aussi dans ce dossier-là, qui redit ces caractéristiques-là. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous le mets comme trace pour passer et pas prolonger plus à la question. Vous allez voir peut-être que la réponse, elle va être plus rapide. À la réponse comment on s'est engagé sur le sujet des CPS, en s'appuyant notamment sur cette question de critères de qualité des programmes CPS, même s'ils n'étaient pas beaucoup à disposition, même si les données elles nous venaient de l'étranger principalement,
mais vraiment de travailler à respecter, à mettre en œuvre ces processus-là, et notamment dans un premier programme, jusqu'au programme en santé à l'école, en passant par la cartable des compétences psychosociales, sur lequel je vais faire un tour d'horizon rapide. Je vais prendre des illustrations qui sont tirées de ce document retour d'expérience, pareil, que vous pouvez télécharger. J'en ai quelques exemplaires là, si ça peut intéresser quelques-uns, et qui est le retour d'expérience du programme en santé à l'école, mais qui reprend l'histoire des Pays de la Loire. Cette histoire qui est resituée là, dans laquelle on retrouve les grandes balises, là, 86, 93, 2001, les balises de l'OMS. Et l'histoire, et comment ça s'est... on a retrouvé des échos, notamment de cadres propices au développement des CPS dans le milieu scolaire, puisque c'était le milieu dans lequel on insérait on tentait d'implanter les programmes de renforcement des compétences psychosociales. Et en gros, cette histoire, il y a 3 grandes phases qui sont des phases essentielles à la maturation des grands projets ou des projets de déploiement. Et c'est dans cette histoire-là qu'on a essayé de s'insérer, ou que s'insère l'histoire des Pays de la Loire, avec le temps du plaidoyer, qui, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment les promoteurs, là je vous ai remis un propos de Marie-Odile Williamson, qui est un peu notre pionnière en Pays de la Loire, et qui a travaillé à introduire ces démarches-là, et qui disait au premier temps, c'était le temps du plaidoyer à l'appui des recommandations de l'OMS et les données de la recherche, avec notamment les résultats positifs du programme dont je vous parlais tout à l'heure, de prévention évalués sur le long terme, comme ceux de Baudevin. Alors, évaluer sur le long terme, ça ne veut pas dire sur 2-3 ans, ça veut dire sur des cohortes pour vraiment voir l'effet. Autant dire que c'est des choses que, en tout cas à France, en tout cas, ça demande beaucoup de moyens dont on n'a pas à disposition. Si on n'a pas à disposition les moyens pour évaluer, on n'a qu'une solution, c'est de s'appuyer sur vraiment les critères d'efficacité que je présentais tout à l'heure pour essayer de les mettre en œuvre, parce que ce sont eux qui garantissent l'efficacité sans pouvoir la reprouver à chaque coup, en fait. Donc dans les Pays de la Loire, il y a eu plusieurs phases. La phase d'un programme expérimental fin des années 90, un programme qui s'appelait, et ça nous intéresse, Programme régional de prévention primaire des conduites addictives par le renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire. Ce programme, il a duré une bonne dizaine d'années. On a commencé à développer les formations et donc l'expertise d'intervention qu'on avait. On l'a inséré, ou on a fait nourrir les formations. C'est à cette époque-là, donc un peu plus de 10 ans, qu'on a commencé à développer les formations pour transférer ces compétences-là. Entre-temps, il y a eu le site Cartable, sur lequel je vais revenir, qui est une formalisation de cette expérience. Donc peut-être vous avez entendu parler du site Cartable des compétences psychosociales. Derrière ce site, on peut voir une mise à disposition d'outillage. Moi, là, je redis que ce que cherchaient ceux qui ont édité ce site, et je faisais partie de l'équipe d'élaboration, c'est avant tout de formaliser des pratiques qui avaient été éprouvées par le terrain. Donc avec des données éprouvées par le terrain, et voir ce qui semblait fonctionner et rejoindre les différentes populations, les enfants, les ados et les gens qui les rencontraient. Et je reviendrai dessus. Dans cette formalisation, il y a autant l'outillage pour faire que le cadrage, un peu pour apprendre à faire, ou poser le cadre pour faire, et faire correctement en tenant compte d'un certain nombre d'exigences. Et puis 2015, à partir de 2015, une nouvelle phase qui est la phase du programme en santé à l'école, sur lequel je reviendrai rapidement. Le petit schéma là en bas à gauche, c'est juste pour dire que vous voyez, nous on se situe certainement, non pas dans des programmes qui ont été évalués, mais en s'appuyant sur des programmes qui ont été évalués, en les confrontant au terrain pour tenter de les transférer. Et donc, on est là sur plutôt des interventions qui se fondent sur des données qui nous viennent, des données probantes, tout en les insérant ou en les mêlant avec des savoirs plus de la population elle-même pour qui on propose ces programmes-là, à qui on propose ces programmes. Le programme de prévention des primaires des conduites addictives, on l'appelait pendant longtemps le PPCA. Chez nous, le PPCA, c'était ce programme-là. Vous voyez, c'est la mise en œuvre de co-intervention avec des enseignants, avec un certain nombre de critères. Là, vous avez 10 séances, 2 ans, c'était notre engagement minimum 18 heures d'intervention, un certain nombre de professionnels, et notamment un partenariat avec l'ANPA.
on était sur la même visée de santé. Et vous pouvez retrouver en image en fait ce programme-là, qui a été mis en image justement à une époque où on avait du mal, où on nous regardait avec des grands yeux pour dire mais qu'est-ce que vous faites concrètement avec les gens. Donc vous pourrez aller voir comment on a essayé de le mettre en image. Ici sur le lien, les principes clés des interventions en classe, je ne vais pas développer. En fait, c'est le principe clé. Je vous ai ressorti la diapo tout à l'heure de la présentation d'Enguerrand sur les critères d'efficacité des programmes CPS. Ça n'a jamais été, notre programme, il n'a jamais été évalué, mais l'engagement qu'on avait dans notre cahier des charges, c'était de travailler, de prendre en compte ces critères-là, et à commencer notamment la formation, mettant en place des espaces collectifs entre les intervenants et les professionnels pour tenir compte de ces critères et être à l'aise, notamment avec la question de l'approche expérientielle. Cette formalisation des pratiques, elle se retrouve dans le cartable. Je vous en ai parlé là. Juste pour vous dire, le cartable, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas, avec un lien très simple. Vous tapez cartable CPS et vous allez probablement tomber dessus. Les gens connaissent beaucoup les CPS en pratique. Quand je dis les gens avec qui on travaille, notamment les enseignants, les éducateurs, et nous, en formation, on leur dit « mais ça, c'est le plus intéressant, de la théorie à la pratique ». Et c'est là que vous allez retrouver un certain nombre de critères, les critères d'efficacité, des repères. Alors certes, des repères écrits, je me trompe encore de flèche, mais au moins le minimum vital à savoir, on va dire, avec des repères pour animer les séances, des repères pour implanter des programmes, être dans une approche de méthodologie de projet et vérifier que ce qu'on va proposer, ça a sa place dans le milieu, qu'il y a les conditions qui sont mises en place pour, et être à l'aise avec les attitudes éducatives qui sont aussi importantes que le programme de renforcement des compétences psychosociales. Ça paraît peut-être un peu génial, ou parfois magique. Alors, pour reprendre un terme peut-être qui a été... C'est pas miraculeux, c'est pas magique. Ça demande beaucoup de compétences, et les compétences en matière d'éducation et d'animation collective, et de cohérence éducative entre la manière d'animer et la manière d'être, de pratiquer. Et si on insère des programmes de renforcement des compétences psychosociales dans un milieu, il y a un travail de mise en cohérence entre ce programme-là et les attitudes du milieu dans lequel on va l'insérer, donc les attitudes notamment des éducateurs, des enseignants qui accompagnent les enfants au quotidien. Voilà. Et parmi les critères d'efficacité, je ne sais pas si vous avez vu plusieurs travails il y avait le premier qui était de travailler sur plusieurs catégories de compétences, avoir une progression, une durée, une dose. Ça se traduit quand on est dans le monde pédagogique par des progressions pédagogiques. Et du coup, le cartable, dans la dernière partie, propose dans les CPS en pratique des activités sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais aussi des parcours, et des parcours qui sont un peu là, présentés, quelques-uns, et qui, les uns à côté des autres, pourraient constituer ce qu'on pourrait appeler un programme, le programme cartable. C'est comme ça que l'a qualifié Béatrice Lambois, qui est venue travailler avec nous sur le programme En santé à l'école, qui s'appuie sur des données, tout en essayant toujours de nourrir cette expertise-là. Et un dernier mot sur le programme En santé à l'école, pour ne pas être trop longue, et j'arrive au terme de la demi-heure impartie. Le programme En santé à l'école, après ce programme-là, ce travail de formalisation, ça a été un travail de déploiement à grande échelle. Déploiement à grande échelle, je m'entends, vous avez vu avant 60 classes, c'est pas énorme en fait, 60 classes par an. Ça représente pas beaucoup de jeunes. En 2013, on estimait qu'on avait touché 6000 enfants sur la région en plusieurs années, c'est pas énorme. Là, l'idée du programme En santé à l'école, c'était de faire bénéficier beaucoup plus d'enfants de ces programmes-là. Et comment ? Alors déjà en travaillant en partenariat étroit avec les institutions éducatives et les institutions de formation les instituts de formation type l'ESP, l'enseignement privé, l'enseignement public, puisqu'en Pays de la Loire, autant d'enfants scolarisés dans les deux, donc les deux nous intéressaient. Et la mobilisation des trois structures, donc IREPS, les structures de la Fédéaddiction Lampa, puisqu'on avait le même, enfin en tout cas derrière la santé, avec chacun peut-être ses spécificités, mais la vision commune de la santé et notamment de la prévention des conduites des consommations à risque.
Comment? En développant un certain nombre de prestations d'accompagnement des enseignants, et puis avec un dispositif de coordination dont j'avais la charge pour essayer à faire passer l'intention institutionnelle, qu'elle devienne une intention opérationnelle. Les différentes modalités d'accompagnement, je ne vais pas les détailler. Vous avez en bleu, la flèche bleue, là, c'est pour redire que la modalité de co-intervention, qui était la modalité historique, faisait partie des modalités d'accompagnement qui sont perçues par les enseignants intéressants et qui, même si le mais, on le regrette, coûte cher, on va dire, parce que mobiliser un professionnel pour intervenir dans des classes, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de professionnels. C'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace. C'est ça que nous disent les résultats de l'évaluation externe. Pour autant, les autres modalités ont été repérées comme intéressantes. En 3 ans, on a touché 500 enseignants. Vous voyez, 6000 en 10 ans, 500 en 3 ans, on commence à être dans d'autres échelles. Ça reste quand même des petites échelles, donc ce n'est pas la dernière phase. Vous pouvez écouter si ça vous fait envie, et je pense que ça plaira à Shona Barbette de retrouver sans doute des interviews d'enseignants qui ont bénéficié de ce programme en santé à l'école. Voilà, vous avez les vidéos et des témoignages avec des petits propos, et on voit aussi une élève et des propos, on voit mis dans certaines interviews, il y a le propos des enseignants et on les voit faire dans les classes. Qu'est-ce qu'ils font dans les classes? Et est-ce qu'on peut dire que ce qu'ils font dans les classes, c'est des programmes de renforcement des compétences psychosociales? Là est la grande question. Du coup, vous pouvez aller les écouter. Les principes clés du dispositif, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Vous voyez, il y a de la coordination, de la mobilisation, beaucoup d'espaces collectifs et une tentative que les prestations, elles aussi, elles tiennent compte de critères reconnus intéressants pour faire changer les pratiques professionnelles. Et c'est ça qui nous intéressait là, c'est comment on change les pratiques professionnelles qui ne sont pas forcément dans une culture dans laquelle ces programmes-là créent comme un petit décalage qu'il faut accompagner. Voilà. Les résultats, vous pourrez les retrouver. En gros, les prestations, elles ont été plutôt globalement appréciées par les enseignants, avec la co-intervention en tête, mais la formation aussi. Des effets sur le transfert de compétences, 4 items là, qui ont été regardés par l'évaluateur externe, dont vous pouvez trouver le rapport complet, 80 pages, voilà, de rapports. Dans le retour d'expérience, on en a fait une synthèse, et là, c'est un extrait des synthèses. Et puis, une évaluation interne qu'on a mis en place et qui nous semblait intéressante du point de vue du praticien, c'est de dire que quand on veut former les gens à développer des programmes de renforcement des compétences psychosociales, je vais dire quelque chose, mais qui est très simple, c'est qu'il faut y aller pas à pas. Et vous voyez les 10 étapes, là, c'est vraiment il y en a beaucoup. Et ce qu'on retrouve quand on a consulté les enseignants, c'est qu'au moins les 5 premières étapes, on les retrouve quels que soient les propos, avec une démarche que je ne vais pas présenter ici, mais qui relève plutôt des sciences de l'éducation. Il faut que ça puisse prendre du sens. Le problème, c'est que les programmes de renforcement des compétences psychosociales pour les milieux dans lesquels on les implante, ça n'a pas forcément le même sens que nous, professionnels en éducation pour la santé. Il faut que ça ait du sens. Il faut pouvoir expérimenter. Il faut pouvoir se lancer avec un petit appui et un regard bienveillant, soutenant, encourageant, et qui aide à passer les marches les unes après les autres. Conclusion, dernière diapo qui peut-être mettra un peu l'ouverture sur les enjeux aujourd'hui qu'on a en Pays de la Loire. Alors pour ces conclusions-là, je reprendrai, vous pourrez regarder les conclusions elles-mêmes de l'évaluateur externe qui sont redites ici, sur lesquelles je ne vais pas détailler, je vais juste en extraire une, celle-ci. Des garde-fous nécessaires pour maintenir le niveau de qualité des actions, avec une approche qui est transversale et des visées différentes, santé publique, climat scolaire. Puisque ce programme-là, il a été inséré en milieu scolaire, que quand on est enseignant, la question de la prévention des consommations à risque, parfois ça nous intéresse, mais parfois c'est très très loin, c'est dans les marches là-haut, là, des différentes marches, et qu'il faut repasser par toutes les marches, et que la marche qui prend sens pour les enseignants, c'est notamment la question de réussite éducative et de milieu scolaire. Et il semble, et c'est documenté aussi, que ces programmes-là servent cette cause-là.
mais au risque de perdre nos exigences et nos critères de qualité. Donc, ce n'est pas un problème, parce que dans la mesure où ça permet d'implanter dans différents milieux et d'embarquer des professionnels qui ne sont pas des spécialistes de l'éducation pour la santé et de faire bénéficier un maximum d'enfants de ces programmes-là. Le problème, c'est quand on perd de vue ces exigences-là. Et c'est certainement l'enjeu qu'on a aujourd'hui, même s'il y a un relais académique qui est pris avec un axe dans le projet académique qui porte le développement des CPS, avec un partenariat un peu officiel, on va dire, avec l'IREPS Pays de la Loire qui est chargé de former les professionnels ressources internes à l'Académie de Nantes, et vraiment une volonté d'accompagner ces professionnels à ne pas perdre de vue les exigences, les critères de qualité qui, depuis le début de cette expérience, nous ont toujours retenu notre attention et qui, j'espère, aura retenu la vôtre. Je vous remercie. Bon, effectivement, je pense que ça mérite de gros applaudissements parce que, a priori, Magali, je crois qu'elle a réussi à condenser en moins de temps qui n'était prévu au départ tout ce discours, tout en le gardant passionnant, vivant, donc vraiment intéressant. Alors, est-ce que, comme tout à l'heure, et comme on va le faire à chaque fois, est-ce qu'il y a des questions? Il y a peut-être des enseignants, d'ailleurs, parmi vous, même certainement dans le public, qui avaient peut-être des questions supplémentaires à poser à Magali ou un partage d'expérience, là aussi, des choses que vous-même vous avez essayé un peu d'expérimenter, de mettre en place. Voilà, la parole vous est ouverte maintenant, sauf si vous avez tellement engrangé. Ah ben voilà, nous avons déjà une première parole, apparemment. Donc même chose, juste votre prénom, ce que vous faites dans la vie, pour qu'on en sache un tout petit peu plus. Magali, vous avez un peu d'eau à votre disposition, une bouteille neuve même, si vous le voulez, parce que je crois que là, ça a été chaud quand même. Hein. Bonjour, merci pour cet exposé très clair. J'avais une question. Donc, je m'appelle François Richard. Je coordonne entre autres quelques dispositifs de prévention. Je suis intégré dans un plug sur la région. On commence à le mettre en place un peu difficilement. Et la question que je me pose, c'est bon, nous, on sait l'objectif qu'on a de ces programmes-là, c'est pour limiter aussi l'accès, les problématiques liées aux addictions, l'entrée dans les addictions, etc. Et comme on les présente comme ça, je pense qu'on perd ce que vous disiez, beaucoup de pertinence pour les implanter dans le système scolaire. Parce que, comme vous le disiez, c'est pas leur priorité, la question même si certains sont sensibilisés à ça. Et du coup, comme on focalise sur la question dans l'implantation de ces programmes de compétences psychosociales sur la question des problématiques addictives, forcément, on a peu de... alors, il y a quelques établissements pour lesquels ça fonctionne, qui y croient et qui sont effectivement, quand on leur présente la question du climat scolaire, la question de l'amélioration de la vie en classe, ça les intéresse. Mais ouais, cette focalisation de là où on vient, alors que le nerf de la guerre, c'est quand même l'éducation nationale, c'est là où sont les personnes qui peuvent bénéficier de ces programmes-là. Et donc, du coup, je me posais ces questions-là. Est-ce qu'on se trompe pas de chemin bien sûr que c'est validé pour ça, hein, mais dans l'intégration. Alors, comment vous avez fait, vous, pour les convaincre voilà, d'accéder à ces programmes? Je pense qu'on est au cœur du sujet de la question du déploiement à grande échelle, en fait. Parce qu'à la petite échelle, c'est intéressant, ces programmes-là, et portés par des spécialistes, et ça a un premier intérêt, c'est de nourrir l'expertise. Quand je mettais là sur... je vais revenir là-dessus. L'expertise d'intervention, elle est importante. Savoir intervenir. Et Unplug permet Unplug comme d'autres programmes, de nourrir cette expertise-là. Donc il ne faut pas négliger ça. Et voilà, et peut-être que ça va rentrer en résonance avec quelques établissements. Il y a tout un travail d'implantation, et c'est tant mieux. Alors on a eu les mêmes questions, peut-être comment on s'y est pris. Déjà, on a pu avoir le temps et le soutien de 20 ans de l'institution, et pour pas la citer, ou pour la citer, de santé publique et de l'ARS, et tous les noms qu'elle avait avant,
pour soutenir ces programmes-là et continuer à réfléchir et voir, parce qu'on était confrontés à ça. Et puis après, c'est vraiment la question le moment clé avec En santé à l'école, sur lequel cette question est arrivée, parce que comment on fait pour qu'il y ait plus de gens et pour que l'éducation nationale s'en empare. Donc je pense que le plaidoyer, il avait été fait en Pays de la Loire depuis des années, ça faisait quand même 10-15 ans, et toute cette expérience-là. Et peut-être que déployer Unplug dans certains établissements, ça a cet intérêt de faire du plaidoyer, et il est important, et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière Unplug, et d'embarquer des gens. Et le plaidoyer, il était fait, avec la question des programmes scolaires, qui quand même, il y a quelques années, au moment du démarrage du programme En santé à l'école, a permis à donner beaucoup plus de place à cette question-là. Et ça s'est traduit dans les IREPS et dans les centres de ressources par, pendant 10 ans, 15 ans, on voit les infirmières de l'éducation nationale, peut-être pas trop les AS, quelques enseignants à la marge, et au moment de En santé à l'école, qui correspondait au moment aussi des parcours éducatifs en santé, des cadres officiels qui permettaient ça, débarquer des enseignants qui disent « Ah, mais vous avez une mine d'outils qui nous intéresse ». On a vu exploser le nombre de demandes d'enseignants à intégrer les formations, à tel point que ça pose une autre question. Est-ce que c'est l'institution de santé publique qui doit former ses enseignants, ou est-ce que c'est l'éducation nationale? Voilà, c'est les autres questions. Alors peut-être là, on est un peu entre les deux. Et donc, du coup, il y a bien eu une compréhension que cet outillage-là pouvait intéresser d'autres. Après, le boulot dans les formations et dans les accompagnements, c'est de commencer à faire ces pas-là, petit à petit. Et si c'est la question du climat scolaire, eh ben, c'est la question du climat scolaire. Mais nous, les formateurs, on perd jamais de vue cette question de santé qu'on ramène progressivement. Et si on accompagne sur la durée, comme le développement de ce programme-là, il a pris, ou l'expérience des Pays de la Loire a pris du temps à cette échelle-là, quand on accompagne les gens sur la durée, et ça pose la question des moyens à l'accompagnement des pratiques, qui soit se traduisent par 3 jours de formation sur le développement des compétences psychosociales, en 3 jours de formation, on comprend un peu l'outillage, on comprend peut-être le sens pour nous, mais alors le sens sur la santé, la prévention des conduites à risque, peut-être il est un peu loin. Donc ça re-questionne les moyens dédiés à l'accompagnement sur la durée, notamment des enseignants, pour leur permettre de passer par les étapes, un peu comme on fait en éducation pour la santé avec quiconque, c'est-à-dire où en est la population, je les prends là où ils sont, ok, c'est la question du climat scolaire, mais moi, en tête, j'ai toujours mes exigences, et je les forme, mes exigences, les différents critères de qualité qui comprennent ce qui est un peu en jeu. Et parmi ceux, quand je vous montrais les marches, là, on a un enseignant, dernière manière de répondre, un enseignant qu'on appelait notre enseignant témoin, Sébastien, il s'appelle. Et cet enseignant témoin, il nous intéressait parce qu'il a bénéficié du programme En santé à l'école alors qu'il était accompagné depuis longtemps. Il avait déjà suivi des formations, de la co-intervention, vraiment la modalité historique. Et lui traversait, on sentait bien que dans ses propos, avec le travail d'analyse qui avait été fait, allait jusqu'à la marge. Il avait pigé que là, il travaillait à la prévention des conduites à risque notamment, et la promotion de la santé mentale, tout simplement. Mais du coup, il faut du temps. Voilà. Alors, c'est toujours un peu la question, mais le